Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai la chance de revoir avec moi Vincent Cacciavendo, qui est co-founder de CardaShift et responsable de la communauté. Comment vas-tu, Vincent? Salut Quentin, merci beaucoup. Bah écoute, plutôt bien, plutôt bien. C'est le rush. On est sur le pont. La SEO qui commence très bientôt. Mhm. Mais écoute, on s'amuse, on s'amuse. Super. Et je suis vraiment évidemment très content de te revoir. Pour ceux qui se rappellent, je t'avais eu avec toute l'équipe de Smart Chain il y a un an et depuis, les choses ont changé au niveau de Smart Chain, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est vraiment là pour parler de CardaShift, qui est un projet très en vue et dont on entend beaucoup parler, donc j'entends beaucoup parler dans la communauté de Cardano, notamment dans le groupe Telegram. Donc les gens vont être très intéressés par l'interview. Mais pour commencer, refais-nous un petit peu explique-nous ton background et ce que c'est CardaShift, donc la problématique que vous cherchez à résoudre. Yes, carrément. Alors, bon, je sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde d'où je viens, mais très rapidement, je suis plutôt issu d'un cursus dans le commerce et suite à ça, je suis rentré dans les cryptos et dans la blockchain initialement par une porte spéculative fin 2016, début 2017. À ce moment-là, moi, j'étais freelance sur du marketing digital, pardon, et j'étais déjà un peu trader sur les marchés traditionnels. Quelqu'un m'a dit, hey, Bitcoin, c'est génial, c'est la prochaine révolution. J'ai dit, OK, pourquoi pas. J'ai fait mes propres recherches et je suis juste tombé amoureux de cette technologie et en tout cas de ce qu'elle permet d'imaginer, d'envisager. Et justement, elle nous permet d'imaginer des nouveaux modèles économiques où on peut réussir à concilier beaucoup plus de choses et surtout une meilleure distribution de la valeur. Et quand je parle de Kardashev, on en parlera après, mais de transition sociale et de transition environnementale. Et justement, les entrepreneurs qui ont une mission sur des sujets sociétaux, environnementaux, ils ont aujourd'hui énormément de mal à trouver des modèles économiques qui soient viables sur le long terme et qui arrivent à concilier l'impact qu'ils souhaitent avoir et la rentabilité économique qui reste quand même extrêmement importante quand on parle d'entreprise, en tout cas aujourd'hui à l'ère du capitalisme. Donc voilà, et moi à titre personnel, donc aujourd'hui je suis associé d'une société de développement spécialisée sur les technologies blockchain qui est SmartChain comme tu le disais avant. On est une quarantaine de personnes maintenant, donc on a pas mal évolué depuis la dernière fois où on s'est eu au téléphone, Mhm. en podcast il y a un an. Et on a décidé l'année dernière, un peu avant l'été, de lancer avec deux sociétés et des amis, des associés partenaires, de lancer le Cardashift, du coup, euh, en accord en trois entreprises pour se lancer, quoi. Et donc, la solution CardaShift, ça repose sur quoi? Basiquement, Cardashift, notre enjeu à nous, c'est de donner les clés euh, à tous les visionnaires qui ont envie de créer un avenir qui soit plus sustainable, plus durable Mhm. et qui soit aussi basé sur une prospérité économique pour chacun. Donc, c'est un peu on rejoint beaucoup Cardashift, Cardano, on s'en rend compte. On rejoint clairement la vision qui est prônée globalement par Cardano, par les membres de la communauté Cardano, du moins ceux qui sont là depuis le début. Donc, quand je parle de visionnaire, vraiment, aujourd'hui, on sait que tous les ans, on a des besoins en investissement pour la transition à hauteur de 5 à 7 trillions, ce qui est relativement énorme. Mhm. Mais à date, on se rend compte vraiment d'une chose, et ça, c'est à force d'être sur le terrain. On est trois entreprises, plus de 130 personnes en tout, si on compte les trois entreprises. On a beaucoup d'expérience justement sur ces problématiques-là. Et on voit deux choses. C'est un, souvent, ces entrepreneurs ont du mal à avoir des fonds. Même si on dit qu'il faut beaucoup d'argent et qu'il y a de plus en plus d'argent débloqué, donc aujourd'hui, ils ont du mal à avoir ces fonds-là. Et même quand ils les ont, bah, ils ont souvent un manque de compétences, un manque d'accompagnement, et donc du coup, ils n'arrivent pas à trouver justement ce fameux business model qui arrive à concilier l'impact et la rentabilité, Mhm. et ce qui amène du coup à énormément
taux d'échec finalement. Donc, il y a énormément de projets qui ont des ambitions très intéressantes, qui ont des belles équipes, qui fail, qui se loupent tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon modèle économique, ils n'ont pas été accompagnés, il n'y avait pas un écosystème d'acteurs autour d'eux pour leur permettre d'accélérer, d'aller très vite, et ils finissent soit par se faire ravaler par des structures beaucoup plus imposantes, soit simplement par mourir. Et nous, dans ce sens-là, on s'est dit, mais aujourd'hui, la blockchain, les crypto-monnaies, c'est génial, mais ça reste un peu dans son microcosme. On est dans la DeFi, on s'amuse et c'est cool. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais finalement, l'impact dans le monde réel, il n'est pas encore très visible. Et c'est certainement pour ça que la technologie est très décriée. Et pour autant, on pense qu'il y a vraiment des modèles de tokenisation, de modèles économiques, justement, qui sont extrêmement intéressants et qu'il faut aller créer, tester sur le terrain. Et c'est sur cette base-là que s'est créé Cardashift. Donc, Cardashift, on a vocation dans le temps à devenir un écosystème de produits et de services pour permettre à tous ces entrepreneurs qui sont des entrepreneurs à impact, et je pourrais largement définir ce qu'on entend par impact, parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est très galvaudé et on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. Mhm. L'objectif, c'est de leur donner les produits et les services pour qu'ils puissent utiliser la technologie blockchain à son maximum, sans avoir à forcément être l'expert de la technologie et tout comprendre. Eux, ils ont un métier, ils ont un enjeu, dépolluer la mer. Comment est-ce qu'on peut les accompagner à dépolluer la mer, tant économiquement qu'autrement. Et notre premier produit, du coup, sera notre Launchpad, Mhm. qui va se lancer au printemps, du coup, avec des premiers projets sur ce Launchpad. Et la particularité de ce Launchpad, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est que on a un accompagnement qui est effectué pré-funding, donc avant le financement. Sur le Launchpad, il y a un accompagnement qui est effectué par nos équipes pour dérisquer le projet. Et après le financement, il y a un processus d'accélération qui est un peu plus similaire au processus d'accélération qu'on connaît aujourd'hui des accélérateurs connus, Mhm. qui est opéré sur 6 à 12 mois après le financement aussi. Mhm. Mhm. Donc, on peut définir Kardashift, c'est une suite de produits et services qui vont permettre aux entrepreneurs d'entreprendre différents projets finalement. C'est ça, avec vraiment notre scope de base reste quand même le financement et l'accompagnement pour leur permettre d'émerger. Mais c'est vrai que OK. aujourd'hui, on se rend compte, j'ai certaines typologies de projets qui viennent me voir moi directement, par exemple, et je te rends compte, OK, on peut faire plein de choses avec la blockchain, mais la réalité, c'est que du coup, ils vont avoir besoin d'onboarder leurs propres clients sur un wallet, Mhm. mais ils vont pas pouvoir eux-mêmes développer un wallet. Ils ont Mhm. besoin d'un wallet en marque blanche. Et en fait, il y a plein de petits produits et de services qu'on soupçonne pas. Aujourd'hui, nous, dans le Web 3, entre guillemets, on a l'habitude de les utiliser. Mais par contre, pour quelqu'un qui est un tout venant, qui a besoin d'être onboardé sur une application, eh ben, il va bien falloir pouvoir proposer ces outils-là. Et nos entrepreneurs doivent avoir la capacité de nous choisir, enfin de choisir nos produits demain pour pouvoir exercer leurs activités. Après, qu'ils prennent un autre wallet ou qu'ils veuillent développer eux-mêmes leur propre wallet, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner une expérience all-in-one, tout en un à ces entrepreneurs. Ben oui, parce que, et c'est ça, on en discutait un petit peu avant qu'on commence l'enregistrement, mais souvent, c'est que idéalement, on veut que les personnes se concentrent dans ce dans quoi ils sont les meilleurs. Donc, par la suite, s'ils ont la possibilité d'avoir des outils justement à leur disposition, eh bien, ça leur permet de justement aller beaucoup plus loin dans le potentiel de leurs produits, de leur entreprise et tout ça. Et donc, vous, les services et les produits, je les trouve quand même très intéressants parce que il regroupe pas mal des produits DeFi et des produits justement au niveau de la technologie blockchain que ces entrepreneurs n'ont pas besoin de maîtriser. Ils peuvent juste être encadrés par vous et utiliser vos produits. Et dans les produits, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a DEX, il y a le wallet, tu en as parlé un petit peu, il y a des STO, et ça, je vais te laisser l'expliquer. Et il y a également un DAO Launcher. Donc, dans chacun des produits, le STO, pour ceux qui ne le savent pas, peux-tu expliquer ce que c'est?
Yes, alors souvent on parle d'IDO ou d'ICO, c'est vrai, Initial Coin Offering, Token Mhm, Offering, et STO, c'est Security Token Offering, et donc un security, aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, c'est en réalité des parts sociales d'une entreprise. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir lever des fonds en vendant une partie de sa société, va pouvoir passer par ce qu'on appelle une STO pour pouvoir le faire. L'avantage étant que c'est un marché qui est beaucoup plus liquide quand c'est fait sur la technologie blockchain, ça permet de fluidifier beaucoup et surtout de faire rentrer beaucoup plus facilement des plus petits porteurs. Il faut pas mettre minimum 100 000 euros sur la table pour pouvoir rentrer dans la boîte. C'est possible de faire des toutes petites parts. Et pour nous, c'est extrêmement important parce que on reste quand même relativement pragmatique, même si on est des rêveurs. Mais justement, le pragmatisme fait dire qu'il y a énormément de modèles économiques et d'entreprises qui peuvent bénéficier de la technologie blockchain, mhm. mais qui n'ont aucun intérêt et ce serait même un risque pour eux que de se disperser et d'aller vers un utility token ou un token de gouvernance où tu as des enjeux de communauté, tu as des enjeux économiques très très forts pour réussir à valoriser le token dans le temps. Et ben en fait, eux, ils ont juste besoin de l'argent, ils ont besoin de pouvoir opérer. Et donc, du coup, nous, notre objectif, c'est de leur donner les canaux et la plateforme avec la communauté d'investisseurs pour qu'ils puissent, du coup, lever des fonds et avancer sur leurs produits, leurs services, quoi qu'ils fassent directement. Oui. Et donc, pour les investisseurs, ils peuvent justement avoir un security token de l'entreprise. Et finalement, ce security token, ils vont l'avoir sur le wallet de Kardashift. Ils vont pouvoir l'échanger avec le DEX. Fait que finalement, là, c'est vraiment un tout en un, autant pour les entrepreneurs que pour les investisseurs. Ouais, c'est ça. Alors, pour les security tokens, l'échange sur le DEX, on n'y est pas encore parce que, bon, un, on n'a pas encore lancé la plateforme de STO et deux, le vrai sujet aujourd'hui des security tokens, et ça va être un beau morceau, mais on est déjà en train de travailler dessus, c'est en fait, on parle du coup de part sociale d'entreprise, donc du coup, la réglementation est différente dans chaque pays, et donc potentiellement pour chaque investisseur, même si j'investis dans une société en France, en STO, mais moi je suis basé aux US. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est déjà aujourd'hui un peu compliqué, mais en fait, il y a plein d'enjeux réglementaires et ça, on est très bien accompagné sur ces sujets-là. Mais effectivement, l'objectif, c'est vraiment de fluidifier un maximum l'expérience. Et l'exemple que je donne toujours, et je pense qu'on donne souvent beaucoup cet exemple, c'est que moi, j'aimerais une expérience utilisateur où ma grand-mère peut prendre son smartphone et naviguer sur son application et investir dans un projet qu'elle aime bien. Et qui lui rappelle un enjeu auquel elle est très attachée, comme la dépollution de la mer, par exemple. Exactement. Mais tu sais, il y a, et ça, je sais que vous travaillez énormément pour le développement de projets en Afrique notamment, d'où d'une partie peut-être la raison pour laquelle vous avez choisi la plateforme Cardano pour lancer justement votre projet. Mais je parle à beaucoup de mes amis et je leur demande à chaque fois, ben, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir investir dans les projets en Afrique et tout ça? Et il y a toujours une certaine crainte d'investir dans ces projets-là parce qu'encore une fois, le milieu réglementaire n'est pas assez développé dans ces projets-là. Mais pourtant, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont ailleurs dans le monde et qui voudraient investir dans certaines compagnies d'où ils sont nés. Donc, des Africains qui sont actuellement aux États-Unis, en Russie, en Europe et tout ça, qui seraient prêts à investir dans certains projets en Afrique. Mais encore une fois, là, avec cette plateforme-là, je vois justement le potentiel de développer ce genre d'investissement, ce genre de amener la liquidité justement à ces entrepreneurs partout dans le monde. Mais Après, oui, vas-y. j'allais te couper, désolé, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je suis entièrement en phase. Et en fait, tout notre enjeu à nous, c'est d'agir en écosystème. Et tu parlais du DAO Launcher aussi, ça Oui. va dans cette logique-là. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, la majorité de nos équipes, nos effectifs, la core team, elle est basée en France. Certes, moi-même, je suis amené à travailler en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest principalement, mais je ne suis pas sur le terrain. Et donc, tu parles de dérisquer, tu parles de permettre de faciliter l'investissement. Oui, on va faciliter l'investissement, mais pour qu'on arrive à ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on est déjà en train de faire. C'est comment est-ce qu'on arrive à cartographier un écosystème d'acteurs en qui on a confiance, qui ont été validés par la communauté, tant des intégrateurs, des personnes qui peuvent aider Mhm. à développer des technologies, tant des politiques, tant des entrepreneurs, vraiment tous les acteurs de l'écosystème qui permettent du coup d'accompagner les projets sur place et de nous donner la réalité du terrain. Une nouvelle fois, nous,
on donne de la technologie, on fournit de la technologie. Derrière, on va fournir un accompagnement, mais aujourd'hui, j'ai pas du tout la prétention de dire que je comprends les enjeux du terrain. À compter du moment où je ne suis pas sur le terrain, je ne le vis pas au quotidien. Par contre, on a la capacité à agréger une multiplicité d'acteurs qui, eux, sont sur le terrain et qui, eux, nous font remonter les problématiques. Au même titre que on a identifié 7 thèmes d'impact globaux sur lesquels on souhaite travailler en priorité. Mais ces 7 thèmes d'impact globaux, je parlais de la dépollution de la mer avant. Moi, la dépollution de la mer, je sais que la mer est très polluée et que ça va pas du tout et que c'est pas du tout une bonne chose. Par contre, te dire quelle est la problématique, comment résoudre cette problématique, etc., c'est pas mon métier. Il y a des personnes qui travaillent dessus depuis des vingtaines, enfin des dizaines d'années. Il y a des experts, il y a des personnes sur le terrain, il y a des académiciens. Nous, notre enjeu, c'est de devenir cet espace de débat où on arrive à faire venir ces personnes-là qui ont énormément de connaissances, de compétences, pour justement utiliser leurs connaissances, leurs compétences au service de cet enjeu-là. Et nous, on permet justement de faire ce lien-là avec entre toutes ces personnes. Et aujourd'hui, on le voit déjà, on est en train d'onboarder, on annonce régulièrement des nouveaux advisors, des nouveaux ambassadeurs, et on arrive à faire venir du monde réel, et vraiment du monde réel, des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans le Web3, la blockchain, parce que ils ont la curiosité de se dire, OK, on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans cette industrie, que c'était certainement le futur dans un sens aussi. Mais donc, il faut que je puisse, moi, apporter ma pierre à l'édifice en tant qu'expert des crédits carbone, par exemple, parce que eux n'ont pas cette connaissance que moi j'ai. Eh bien, c'est quand même un projet assez complexe et je sais que Smart Chain est une des compagnies, tu as nommé 3 autres compagnies, fait que comment, dans le fond, au niveau de l'équipe et de toutes les compagnies qui sont impliquées dans le projet, comment vous répartissez justement l'expertise? Alors, ouais, effectivement, on est 3 sociétés en tout, y compris Smart Chain, et euh, on s'est plutôt bien trouvé parce que ça fait quelques mois, enfin, ça fait 18 mois qu'on se connaît. On avait déjà travaillé ensemble sur des plus petits projets, plutôt en clientèle, donc en prestation de services pour des clients. Et en fait, on est très complémentaires finalement. Donc, on a Matters Studio, qui est un startup studio qui lui accompagne des startups principalement, du coup, dans la création de leurs produits. Eux, tout ce qui est product design, expérience utilisateur, tout ce qui s'ensuit, c'est leur dada. Ils ont accompagné plus de 150 startups en 14 ans. Ils sont un peu plus de 50 aujourd'hui, 50, 60. Ils ont fait des applications pour des très grands groupes français aussi. Ça, ils connaissent. Et justement, je me rappellerai toujours de quand on leur a fait mettre les pieds dans le Web3 et commencer à faire joujou avec MetaMask, etc. L'expérience utilisateur, ils sont devenus fous. Enfin, Mhm. mais comment c'est possible que des gens utilisent, fassent 90 clics avec 15 warnings pour envoyer de l'argent quelque part? C'est pas normal. Et donc, eux sont vraiment sur cette partie produit, design produit, et ils ont déjà très, très bien avancé d'ailleurs sur le design du Launchpad. Et c'est eux qui vont nous permettre justement d'accompagner sur toute cette dimension produit, product market fit, comment est-ce que tu adresses le bon marché, etc. etc. Donc ça, c'est Matters. Pour Second Matters, on a Steam, donc Steam qui est un cabinet de conseil qui a 7 ou 8 ans d'existence maintenant. Ils sont un peu plus de 20 personnes. C'est une spin-off de l'école des mines, donc une école d'ingénieurs qui est relativement connue en France notamment. Et eux sont spécialisés dans ce qu'on appelle l'innovation de rupture. Donc c'est vraiment c'est comment est-ce qu'on peut réinventer des modèles. Donc ils travaillent pour des très grands groupes sur la réinvention de leur modèle économique à l'aune de la transition énergétique, notamment d'ailleurs. C'est OK, on sait qu'on va dans le mur. Comment est-ce que dans 10 ans, on s'en sort? Comment est-ce que, je sais pas, j'ai un réacteur d'avion qui consomme tant, comment est-ce que je peux diminuer par 2 sa consommation par de l'innovation? Et eux accompagnent déjà des accélérateurs en France et justement, ils sont aujourd'hui en charge chez nous d'être vraiment dans cette logique de comment est-ce qu'on accompagne un entrepreneur et surtout comment est-ce qu'on mesure l'impact en amont et en aval une fois que le projet est en cours. Donc, ils sont vraiment sur tout ce qui est impact assessment, donc tout ce qui est autour de l'impact. Et c'est eux qui ont créé les grilles qu'on utilise déjà pour scorer un projet, notamment. Et la troisième société, qui est SmartChain, du coup, où effectivement, nous, on est sur le pan blockchain et un peu tokenomics aussi, évidemment. Et nous, on travaille du coup sur plusieurs blockchains, mais on a une priorité sur Cardano depuis un peu plus d'1 an, où on était un peu impatient de pouvoir voir
quand est-ce qu'on allait pouvoir vraiment commencer à développer. Et le projet Cardashift émane de tout ça. Parfait, oui, c'est ça, évidemment. Je vous réfère à cette entrevue qu'on a fait il y a un an quand même, mais Smart Chain est évidemment une compagnie de développement et vous avez énormément d'expertise avec plusieurs blockchains, dont la blockchain Cardano et la blockchain Tezos également. Donc, évidemment, on est content que vous ayez choisi la blockchain Cardano. Bien sûr, on aime aussi toutes les autres blockchains. On n'est pas des maximalistes en tant que tels, mais dans le fond, il devait y avoir certaines affinités avec Cardano, avec la blockchain, avec l'écosystème, la communauté, IOHK et tout ça qui vous ont fait choisir cette technologie-là. Et évidemment, comme on le voit, avec tout ce que vous allez avoir à développer. On sait que justement Cardano a justement une belle roadmap de ce point de vue-là pour justement ajouter énormément de fonctionnalités que vous allez pouvoir utiliser. On parlait de DAO, tu parlais de DAO, tu parlais justement d'avoir la communauté qui vont choisir d'une certaine manière les projets par la suite et tout ça. Et on voit que justement, on a déjà le projet Catalyst, on a déjà toutes des fonctionnalités qui sont déjà là en développement. Donc, c'est ça, ce sont des choses que vous allez évidemment pouvoir récupérer au niveau du projet définitivement là. Ouais, pour peut-être rapidement pour le choix de Cardano, parce que c'est assez intéressant. On a choisi Cardano pour plein de raisons, à vrai dire. Et pas uniquement le time to market, parce que certains nous disent ça, c'est parce Ah que ouais. oui, bah, vous êtes au bon moment pour lancer sur Cardano. C'est pas uniquement ça, Ouais. même si on va pas s'en plaindre non plus. Avec le lancement de Sunday Swap, etc. Là, on commence à arriver dans le dur. On va enfin pouvoir voir comment tient la techno et on a hâte de voir les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'on pense que 2022, ça va être incroyable pour la blockchain Cardano. Mm-hmm. Quand bien même, à la base, il y a principalement deux raisons pour faire très simple. La première raison, elle est purement en termes de vision. Tu le disais, tu parlais de l'implication de Cardano et des équipes IOHK, notamment en Afrique, principalement en Afrique de l'Est, les premiers, ce qu'ils ont fait en Éthiopie déjà, ce qui est assez incroyable, et tous les projets qui pullulent là sur le continent, et c'est assez fou, mais euh, c'est vraiment la vision, on partage une même vision d'un monde de demain qui sera un peu meilleur en tout cas, et tant avec euh, Charles Skinson qui a porté cette vision à la base, que toute la communauté qui est là et qui est avide de projets et qui est avide d'avoir un impact réel. Et c'est vrai qu'on retrouve ça principalement dans la communauté Cardano et je le retrouve beaucoup moins dans toutes les autres communautés dans lesquelles j'ai pu aller mettre mon nez ces dernières années. Et donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est un point qui est souvent décrié du coup d'ailleurs, mais qui pour nous est très important. On parle là d'infrastructure quand on parle de Cardano. Enfin, pour Mm-hmm. moi, c'est comme des autoroutes. Et avant de créer une autoroute, tu fais des plans pour créer cette autoroute parce que tu vas pas changer l'autoroute tous les jours. Non. Et donc, du coup, le fait d'aller vite au marché, mode startup, Web 2, Internet classique, quick and dirty, et après tu itères, pourquoi pas? Mais la réalité, c'est que est-ce que c'est pérenne dans le temps quand on parle d'infrastructure? Bah, je suis beaucoup moins sûr. Par contre, cette approche très académique qui est de prendre le problème à l'envers et de dire non, non, c'est ça les problématiques et comment est-ce qu'on résout ces problématiques une par une et comment est-ce qu'on a une roadmap qui est très sensée finalement. Et même si on doit prendre du retard, on prendra du retard parce que nous, on Mm-hmm. veut être là dans 30 ans. En fait, pour nous, ça fait beaucoup écho à notre manière de fonctionner aussi, parce que certes, on est des entrepreneurs, on aime bien aller vite au marché, etc., etc. Mais à côté de ça, ce qu'on fait, notamment les frameworks de scoring des projets, donc tout ce qui va être autour de Mm-hmm. l'impact, notamment environnemental, c'est issu de la recherche. Ça vient pas de nulle part. Et donc, du coup, on a une approche qui rejoint beaucoup au Cardano sur ça. Et c'est pour ça que ça semblait très, très normal pour nous de développer sur cette blockchain. Pour autant, je n'exclus pas, et je peux même déjà le dire, aujourd'hui j'ai des projets early qui viennent me voir et qui me disent je veux me lancer sur un layer 2 d'Ethereum, je veux me lancer sur Solana, sur Elrond, que j'aime ou pas la blockchain, quel que soit mon avis, c'est pas Mm-hmm. ça qui m'intéresse. Moi, c'est l'impact, c'est le projet.
derrière la blockchain, logiquement, si elle est dans un top, je sais pas, dans le top 50, globalement, c'est qu'elle tient la route et que ils vont pouvoir développer dessus. Donc, fondamentalement, ça m'est égal. Enfin, je veux dire, j'aimerais bien qu'ils soient sur Cardano, mais si, s'ils sont ailleurs, c'est pas grave, c'est pas du tout Mhm. ça l'enjeu. On parle juste de technologie et on peut espérer qu'à horizon 18-24 mois potentiellement, on ait une interopérabilité qui sera créée entre les blockchains, ou du moins, enfin, elle est toute relative, mais finalement, la blockchain, le nom de la blockchain passera peut-être beaucoup plus au second plan dans quelques années. Donc voilà, globalement pour te répondre, on n'est pas non plus maximaliste Cardano. On est prêt à accompagner des projets qui ne sont pas sur Cardano. Mhm. Pour autant, on estime que nous, nos infrastructures se doivent d'être sur Cardano aujourd'hui. Et là, c'est sûr que on le sait, ben, je le dis énormément, l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est un univers où on jumelle technologie et finance, technologie et investissement. Et pour des projets justement comme Bitcoin, Ethereum et toutes les plateformes de contrats intelligents, encore une fois, les gens ne font pas la différence entre justement l'avancement technologique, l'innovation, puis le prix du token et ainsi de suite. Pour les projets comme les vôtres, souvent, c'est qu'il y a un troisième enjeu. Il y a l'enjeu justement d'avoir la technologie, d'avoir le token que vous allez lancer, et puis la business également. Donc, beaucoup de monde vont se poser la question à savoir, euh, c'est quoi votre roadmap? C'est quoi l'intérêt du token, le CLAP? Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu votre manière de penser et votre manière de cheminer dans tout ça? Ouais, bien sûr. Alors, c'est une question qui est extrêmement vaste et je pense que je pourrais en parler pendant des heures parce que, une nouvelle fois, on est dans un environnement qui est très changeant et qui va très, très vite. Et aujourd'hui, nous, on est dans une logique d'écosystème et on est dans une logique de construction avec la communauté aussi. Donc, notre token devrait prendre de plus en plus d'utilité à mesure qu'on avance dans le temps Mhm. et qu'on découvre des nouveaux pans de la technologie, des nouvelles choses qu'on peut faire. Il y a tellement de choses qui sont envisageables que voilà, c'est quelque chose qui va être évolutif. Aujourd'hui, c'est vrai que tu le dis très bien, il y a le pan technologique, c'est une chose, ça globalement c'est bon. Il y a le pan du token qui est un pan qui est relativement intéressant parce que on peut mettre n'importe quel mécanisme sur un token, du buyback, du burn, du staking, des liquidity pools, des nouveaux modes de financement pour astreindre les gens à bloquer leurs tokens pendant des temps, des durées très longues, un peu à la curve aussi, je crois que c'est pendant 4 ans, tu bloques tes tokens, etc. Il y a plein de manières d'incentiver sur un token, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait des acheteurs. C'est juste ça, c'est la réalité, Évidemment. c'est qu'il faut une communauté, il faut que cette communauté continue à vivre, et plus elle vit, et plus il y a des gens qui ont envie d'acheter, plus le token va monter. Et on ne parle pas de Ponzi pour autant. C'est vraiment juste la base, c'est la communauté. Si tout le monde veut vendre, bah, du coup, ça descend. S'il y a du monde qui veut acheter, qu'il y a du monde qui continue à affluer dans l'écosystème, ça peut que monter. Aujourd'hui, la problématique qu'on rencontre, notamment sur les launchpads existants, c'est que ce sont des launchpads qui, c'est très bien ce qu'ils font. Ils ont un process de sélection qui est globalement centralisé, hein, qu'on se le dise. Ils vont sélectionner des projets qui ont des forts potentiels en termes de multiples, fois 100, fois 200, juste après le lancement. Et même, ils obligent les projets à avoir une market cap ultra basse au lancement, mais vraiment ultra Mhm. basse, moins de 500 000 dollars, parce qu'ils savent que du coup, ça va être une réussite. Pour autant, est-ce que le projet a été audité? Est-ce qu'on a dérisqué au maximum? Alors, il n'y a jamais de risque zéro, mais est-ce qu'on a dérisqué le projet au maximum? Est-ce qu'il existera toujours dans 3 ans, etc., etc. Ça, c'est beaucoup plus lunaire, on ne sait pas trop. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un modèle qui fonctionne bien, d'autant plus que il y a une perte d'intérêt sur les launchpads. À mesure qu'il y a énormément de gens qui affluent, bah, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir son allocation. Les launchpads fonctionnent aujourd'hui beaucoup sur des systèmes de tiers où il faut que tu détiennes beaucoup, énormément pour avoir une chance de pouvoir être sélectionné. Sauf que c'est aux antipodes de ce qui est censé, en tout cas pour nous, dégager la technologie blockchain et ce qu'on peut en faire. Non, c'est pas le plus riche qui a le plus de chance, c'est le plus engagé qui a le plus de chance, à mon sens en tout cas. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a ces problématiques-là qui sont importantes. Et puis
Et puis aujourd'hui, une nouvelle fois, on est un peu dans la crypto, on est dans notre entre-soi, quoi. On est entre nous, Mhm. entre très initiés. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que c'est compliqué de maintenir le cours d'un token si on perd l'intérêt des investisseurs crypto purs qui sont là depuis un certain temps. Nous, on a une position qui est un peu différente parce que la position, elle est, on n'est pas juste un launchpad, on est aussi un accélérateur et on offre des services, ce qui nous permet aussi derrière d'avoir une rentabilité économique parce que les services, pas tous les services ne sont gratuits, on peut pas tout faire dans la gratuité. Donc, on a une forme de rentabilité économique. Deux, on va développer des produits et des services. Ces produits et ces services seront monétisés parce que c'est un produit, un service. Donc, à un moment donné, on trouvera des modèles économiques là-dessus. Et trois, notre rôle premier reste d'être ce pont aussi entre les réels et le numérique, la blockchain. Mhm. Et dans ce sens-là, aujourd'hui, on ne vise pas du tout uniquement des investisseurs retail, donc des petites gens comme vous et moi. On vise aussi et surtout des institutionnels, des fonds d'investissement dans l'impact, etc., avec qui nous sommes déjà en discussion parce qu'ils sont très intéressés déjà, un, de comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et deux, de se dire, mais OK, ben, ça veut dire que si demain, ici, on a en fait, c'est un endroit, un espace économique où il y a énormément de projets qui affluent et il y en aura de plus en plus dans le temps parce que notre objectif, c'est de décentraliser la plateforme au maximum et surtout la capacité à diffuser cette plateforme dans beaucoup de territoires avec plein d'acteurs qui opèrent cette plateforme, pas forcément nous directement. Si on se rend compte que c'est l'endroit où il faut être pour investir dans des projets à haut potentiel qui ont pour ambition d'amorcer ou du moins de favoriser la transition vers des systèmes sociétaux plus justes ou vers un environnement dans lequel on peut vivre, tout simplement, et ben en fait, les fonds vont naturellement affluer. Mhm. Et ça, c'est vraiment alors, c'est pas un pari qu'on fait, mais on va dire qu'on a déjà beaucoup de rassurance là-dessus, de l'assurance, parce que on discute très régulièrement et tous les jours, même avec ces acteurs-là. Et eux, aujourd'hui, attendent des acteurs comme nous qui avons la capacité à faire venir des capitaux de manière très early dans un projet, donc très très tôt, avant même qu'il y ait du revenu ou quoi que ce soit, de les faire venir très tôt pour bootstrap, vraiment à faire avancer très vite et permettre de mettre à l'échelle une société avant que eux puissent investir des montants beaucoup plus imposants potentiellement. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, on se dit qu'on a toutes nos chances, en tout cas, pour valoriser notre token et le valoriser surtout dans le temps. Et après, une nouvelle fois, l'utilité viendra avec le temps. Je pense qu'on trouvera toujours plein de choses qui auront du sens par rapport au token et qui pourront lui permettre d'avoir beaucoup d'utilité. Et voilà. Après, juste peut-être pour lister très rapidement, mais on a une trésorerie du coup en clap qui est là. Et donc, la détention de tokens permet de participer à cette gouvernance. Elle permet de participer aussi à la gouvernance de la sélection des projets. Donc, on peut sélectionner des projets en stakant directement. Donc, c'est du voting by staking directement. Ça permet d'avoir tous ces processus-là te permettent d'avoir des whitelists pour pouvoir investir dans les projets directement. Si tu y participes, tu peux investir dans les projets. Et ça, c'est important. C'est pas un système de tiers qu'on met en place. Ça peut être discuté, discutable. Ça viendra peut-être avec le temps dans un sens. Mais pour nous, il est inconcevable que la détention unique d'un gros montant suffise à te donner plus de droits qu'à un autre. Que on couple ça, la détention, enfin le nombre de tokens que tu détiens, avec ta participation sur la plateforme, avec le temps depuis lesquels tu les détiens, quelles que soient les métriques qu'on prend autres qui montrent un engagement Mhm. dans la communauté, là oui peut-être. Mais juste l'argent, c'est pas logique pour nous et ça va pas du tout dans le sens de l'histoire. Et c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on a décidé de pas se faire financer en private sale par des fonds d'investissement, par des VC, parce qu'on estime que ça doit venir par la communauté et que dans un second temps, évidemment, ils seront invités à la danse. Pas du tout la question, mais nous, ça doit venir de la communauté directement et de l'investissement que chacun veut donner. Et en fait, tous les investisseurs en private sale, donc pour information, on a Non. levé 1,5 million en private sale à l'automne dernier. Tous nos investisseurs sont des personnes qui nous ont dit texto, je veux m'engager, je veux mentorer des projets, je veux être présent. Moi, je sais faire ça. Je suis un cadre dirigeant dans l'aviation. Mes gros sujets, justement, du moment, c'est comment est-ce qu'on rend l'aviation plus verte, entre guillemets. Je veux faire partie de tout ça. Je veux pouvoir aider, je veux pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on a une base d'investisseurs et c'est ce qu'on veut construire dans le temps, qui sont là
qui sont là non pas pour faire de l'argent, même si évidemment on a envie de faire de l'argent, tout le monde a envie de faire de l'argent, c'est toujours Ouais. bien de gagner de l'argent, enfin, on va pas se le cacher, mais qui est là plutôt pour dire, mais moi je veux apporter, et nous on veut que chacun puisse apporter et soit rétribué pour sa contribution individuelle. Et donc, on voit dans la roadmap qu'il va y avoir un ICO bientôt. Comment ça va fonctionner? Ouais, alors effectivement, ouais, alors on est le 19 janvier au jour de l'enregistrement du podcast. On lance le KYC le 21 janvier, donc l'ouverture de l'identification des investisseurs. Et ensuite, on a deux phases. On a une phase qu'on a appelée Flash Sale, qui a pour objectif de lever un peu plus d'1 million d'ADA, hein, parce qu'on fait une levée en ADA, du coup, avec un ratio clap-ADA, ADA-clap, qui est créé, parce que notre enjeu, c'est de dire, bah, nous, non, on est quand même sur Cardano, donc du coup, Ouais. bah, on lève en ADA, tout simplement. Et ce ratio sera mis à jour le jour J du lancement en fonction du prix du Cardano à cet instant T. Pourquoi? Parce que on cherche à lever 8 millions de dollars. On n'a pas envie de lever 15, on n'a pas envie de lever moins. C'est 8 millions qu'il nous faut pour dérouler notre roadmap et les différents produits. Donc, on va lever 8 et pas un centime de plus, entre guillemets. Et donc, en deux phases, une phase de flash sale qui va durer 24 heures, à mon avis beaucoup moins, mais l'avenir nous le dira, le 27 janvier, qui est un jeudi, si je ne m'abuse. Mhm. Et ensuite, le 28, on part sur la public sale, du coup. La différence entre les deux phases, c'est un ratio, un delta de Ouais. 20% en termes de tokens. Voilà. Intéressant. Donc, effectivement, avec ce ratio-là, je pense que le flash sale va effectivement partir assez vite, mais par la suite, les investisseurs ont la possibilité de participer au public sale, donc à partir du 28. C'est ça. Et donc, on parlait justement de liquidity pool et tout ça. La partie staking, est-ce qu'il y aura juste du staking au niveau de Cardashift ou alors avec le DEX, il va y avoir justement la possibilité de mettre sa liquidité à disposition pour le DEX? Est-ce que tu es en mesure de donner un peu d'informations là-dessus? Alors, je peux donner des infos. Déjà, une première info, et je pense que ça demande beaucoup de notre approche, c'est aujourd'hui, on a dans notre roadmap la création d'un DEX. Est-ce que demain, on va réellement créer un DEX? L'avenir nous le dira. Pourquoi? Parce que s'il y a un DEX qui est extrêmement bon techniquement, qui est sorti, qui fonctionne extrêmement bien, avec une grosse équipe derrière, et on sait qu'il va continuer à avancer, eh ben, est-ce qu'on a un intérêt, nous, à créer un concurrent à ce DEX-là? Peut-être pas. Donc, c'est pas dit qu'on ne noue pas des partenariats stratégiques pour avancer plus vite et plus fort, parce que notre enjeu, c'est l'impact. Donc, du coup, si on peut avoir un impact beaucoup plus vite et s'assurer nos arrières aussi avec une grosse équipe qui gère le DEX, pourquoi pas? Pour autant, oui, effectivement, nous de base, dans notre conception du DEX, c'est effectivement de permettre à n'importe qui d'apporter sa liquidité aussi. Et surtout, en fait, c'est d'apporter une suite logique entre un projet qui lève des fonds, et donc il émet son Ouais. token, Mhm. et donc du coup, il va falloir le lister, le token. Et donc, notre enjeu, c'est du coup d'accompagner toute cette chaîne de valeur pour dire à notre porteur de projet qu'une fois qu'il est accompagné chez nous, bah, il lève ses fonds, on liste son token sur notre DEX directement. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça permet de burn entre guillemets du clap, c'est pas un vrai burn, mais nous on met du clap en liquidité avec le token du projet, Mhm. ce qui du coup valorise le clap in fine, parce qu'on en a beaucoup moins en circulation au fur et à mesure qu'il y a des projets qui arrivent. Donc voilà, ça c'est une manière de fonctionner, mais effectivement oui, on envisage ça. On envisage du financement par liquidity pool, on envisage du financement stake to earn, un peu à la ISPO, comme on le connaît bien sur Cardano aujourd'hui. Évidemment, tout ça, c'est des modèles de financement sur lesquels on a envie d'aller. Aujourd'hui, on va rester sur quelque chose de simple. Pourquoi? Parce que tout notre enjeu, on est des entreprises du monde réel aussi. On a fait venir beaucoup de monde réel, on a beaucoup de partenaires et des personnes qui, du coup, ont envie de voir notre réussite, ou du moins qui ont envie de voir si on réussit. Et pour ça, on ne peut pas prendre 5 ans, quoi. Enfin, il faut qu'on aille vite au marché, il faut qu'on fasse les choses, et il faut qu'on le fasse bien. Donc, il ne faut pas qu'on veuille faire trop de choses. Mais par contre, il faut qu'on ait des réussites à court terme. Donc, il faut qu'on lance au printemps des premiers projets et qu'on ait des réussites dans l'année sur ces projets-là. Et donc, du coup, ça implique que on va nécessairement, dans un premier temps, peut-être se tourner plus vers des projets qui sont principalement numériques only, donc vraiment dans le digital, avant de pouvoir vraiment se tourner vers des gros projets industriels
où là, c'est vrai que le ROI est à beaucoup plus long terme parce que un projet industriel, ça se fait pas en 2 mois, malheureusement. Et donc, du coup, on va devoir gérer ces deux vitesses parce que on a une communauté crypto ou du moins un écosystème blockchain qui va très vite et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En un mois, l'écosystème a complètement changé, tout va très vite. Et de l'autre côté, on a le monde industriel où c'est là où il y a des grands besoins de transition. Ce monde-là peut largement bénéficier de la technologie, mais c'est juste que les temporalités ne sont pas du tout les mêmes. Et nous, on va devoir gérer un peu ces deux mondes, ces deux vitesses. Et c'est pour ça qu'il y a même une forme d'éducation, et c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est d'éducation des communautés crypto, on veut avoir un impact dans le réel maintenant, on veut que la blockchain se démocratise. Alors du coup, il faut comprendre que dans le réel, tout va pas aussi vite. Et vous le savez parce que vous le vivez au quotidien avec l'administratif français, si vous êtes français, etc. Vous voyez bien que tout va pas aussi vite que nous dans la crypto. Et c'est pas du jour au lendemain que tout ira aussi vite. Et encore moins sur des projets industriels. Et donc voilà, après, c'est gérer ces deux vitesses. Mais c'est sûr que dans un premier temps, on sera beaucoup plus sur des projets numériques. On va faire des choses simples. Quand je dis simple, et simple techniquement et Mhm. simple à la compréhension pour lancer des projets. Et dans tous les cas, la technologie, c'est un moyen. Notre enjeu, c'est de maximiser l'impact. C'est tout. Oui, non, définitivement d'accord sur tout ce que tu viens de mentionner, surtout sur le côté éducatif. C'est évidemment la même chose que je partage évidemment dans mes formations, dans mes conférences et tout ça. Le côté crypto, c'est le fun. Cryptoland, c'est le fun. Mais quand on veut aller jouer dans la vraie vie avec des vraies personnes, avec des vraies entreprises, ben, les choses ne vont pas aussi vite. L'adoption, on n'est pas encore rendu à cette adoption de la technologie et des projets justement comme Kardashift sont des projets dont on a besoin pour justement ramener, faire ce pont justement entre le monde de la crypto, la blockchain et le monde réel. Alors, c'était très intéressant. Pour la communauté, où est-ce qu'on peut suivre, où est-ce qu'on peut aller vous suivre sur les réseaux sociaux et tout ça? C'est sûr qu'il y aura tous les détails dans la description, mais tu parlais justement d'une communauté qui avait grossi. Fait que parle-nous-en un petit peu. Ouais, alors on utilise les réseaux sociaux assez traditionnels aujourd'hui dans l'écosystème crypto. Donc on est sur Twitter. Aujourd'hui, on doit être un peu plus de environ 7000 personnes, à peu près pareil sur notre Discord. Et sur Telegram, on est 2 3 000, je pense, un peu moins de 3000. On joue beaucoup sur le Discord parce qu'on pense que Discord, c'est le bon endroit pour fédérer une communauté, surtout qu'on a on doit fédérer des discussions, on n'est pas un Mhm, serveur mhm. NFT. L'objectif, c'est vraiment de créer du débat, du lien. Et donc, du coup, il y a une vraie gamification qu'on peut mettre en place via notre Discord. Et donc, aujourd'hui, on a vocation à être principalement sur Discord. C'est là où on est les plus actifs. Et c'est là où on a envie de créer cette communauté, de créer ces discussions sur les thématiques d'impact qu'on veut adresser. Donc, voilà, principalement. Après, évidemment, on est aussi sur LinkedIn de par le fait qu'on soit des corporates en France, donc Mhm. on a forcément un besoin d'être sur LinkedIn. Et puis c'est un réseau qui, on peut lui dire ce qu'on veut sur ce réseau, mais il fonctionne en tout cas. Et de plus en plus de projets crypto y sont d'ailleurs. Et donc ça, c'est aujourd'hui. Demain, on aura beaucoup plus de réseaux visuels, vidéo. Instagram, TikTok en font partie parce que c'est une recherche de viralité et une nouvelle fois, c'est une recherche de euh, créer la discussion. Et aujourd'hui, Exactement. on demande pas assez aux gens ce qu'ils pensent et on pense qu'il faudrait demander plus aux gens leur avis sur des sujets et la vidéo semble être le meilleur vecteur pour le faire, même si elle coûte beaucoup à notre environnement. Mais ça, c'est encore d'autres problématiques. Oui, définitivement, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels, d'autres qui sont beaucoup plus communautés, réseaux sociaux, d'autres qui sont beaucoup plus lecture. Donc, avec tous les articles que vous mettez déjà dans votre médium aussi, c'est vraiment très important Mm. d'essayer justement d'avoir plusieurs médias pour communiquer avec la communauté, parce que comme tu l'as dit dès le départ, c'est la communauté qui est le plus important, surtout dans le genre de projet que vous faites. Et encore une fois, tu l'as spécifié également, Discord permet justement un très bon échange avec les différents channels et tout ça, parce que ça, je pense que je t'en avais parlé à un moment donné.
Telegram, c'est bien. Ben, toutes les réseaux sociaux sont spécifiques pour une chose. Mais pour le genre de projet que vous avez, définitivement, Discord, c'est un très bon médium pour ça. Donc, j'invite évidemment la communauté à vous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Ce sera dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, eh bien, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, notamment sur Discord et les autres réseaux sociaux, évidemment. Alors, ça fait le tour au niveau de Kardashift. Vincent, merci beaucoup. Je sais que ça va être une entrevue c'était une entrevue très recherchée et très entendue de la communauté. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup déjà, Quentin. Et c'est vrai que moi, le mot de la fin, il est aujourd'hui, on est une petite communauté Cardano en France ou en francophonie. Et sachez que personnellement et plus largement Kardashift et Smart Chain travaillons beaucoup à ce que cette communauté puisse émerger et avec les acteurs qu'il faut directement, donc que ce soit IOHK, la fondation, etc. Et on espère pouvoir vous annoncer plein de bonnes nouvelles pour 2022 sur les communautés francophones parce que c'est un marché qui est gigantesque, on est plus de 200 millions et aujourd'hui on est un peu délaissé malgré nous et heureusement qu'on a ces initiatives comme ce que tu fais Quentin d'ailleurs, mais il faut qu'on arrive à mieux se fédérer en tant que francophone, je pense. Après, c'est un avis qui est très personnel. Donc déjà, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est moi, je serais ravi de répondre à toutes vos questions, que ce soit des sollicitations en message privé ou sur le Discord ou quoi que ce soit. On a hâte et justement, on est très humble. Du moins, on fait tout pour rester humble. Et donc, quand on est humble, on accepte les critiques et on est même friand des critiques. Et justement, c'est critique constructive, évidemment. Me dire voilà, enfin, constructif, mais on va co-construire avec vous. On co-construit avec la communauté et quand on parle de transition sociale environnementale, on sait tous que c'est l'enjeu du siècle et c'est dans les 10 prochaines années que ça se joue en grande partie. Si on fait pas front uni, je sais pas trop où on va aller. Donc si on veut laisser une planète à nos enfants et un monde dans lequel on peut vivre, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler tous ensemble. Nous, on a la chance de pouvoir ramener beaucoup de monde, notamment de ce monde réel, mais il va falloir qu'on travaille tous ensemble. Et donc, du coup, toute participation est la bienvenue. On a un channel Ready to Help dans notre Discord. Il est prêt pour ça. Dites-nous ce que vous aimeriez faire. Et on sera ravis de répondre. Enfin, il y a plein de gens qui nous proposent qui nous proposent plein de choses parce que tout le monde a envie de s'engager. C'est des problématiques qui les intéressent. Donc, ravi de pouvoir échanger, ravi de pouvoir construire avec vous et puis à très vite. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on va se refaire un suivi dans les prochains mois et tout ça parce que c'est un projet que personnellement, je vais suivre avec beaucoup d'attention. Donc, ce n'est pas la dernière fois qu'on te voit sur le podcast. Top. Merci beaucoup, Quentin, et à très vite. À très bientôt. Merci à vous. À la prochaine. Peace.